Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien de journal télévisé de droits humains. Nous sommes dans ce beau cadre de Pacific Hotel, ce cadre qui nous reçoit par rapport à cet entretien d'aujourd'hui. Cet hôtel se trouve au niveau de l'avenue Luvungi, numéro 146, dans la commune de Kinshasa. Ce cadre nous reçoit donc pour cet entretien que nous devons devoir accorder à Maître Nicolas Lenga. Mesdames et messieurs, le rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante, c'est cela le cheval de bataille de l'honorable Dely Sesanga. Pourquoi tient-il à ce que le train de vie de la classe politique dirigeante soit rabattu? Et comment pourra-t-il faire pour arriver à obtenir cet objectif? Telles sont les questions que nous allons devoir répondre au cours de cet entretien que nous accordons justement à la bouche autorisée de l'envol, qui n'est tout autre que Maître Nicolas Lenga, qui est le porte-parole du parti cher à l'honorable Dely Sesanga. Bonjour Maître Nicolas. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours intéressant de venir à la source, avoir l'information, la vraie, l'authentique, afin de la redistribuer à la population qui nous suit. Avant d'aborder le vif du sujet, l'actualité reste dominée par l'élection des gouverneurs. Cette élection qui, au demeurant, a été dominée par l'EFCC qui a presque raflé tous les postes des gouverneurs à travers toute l'étendue de la République. En tant qu'opposant, en tant que parti cher de l'honorable Dely Sesanga, comment vous avez accueilli cette victoire du FCC? Vous savez, lorsque nous faisons de l'arithmétique politique, ces résultats ne sont nullement une surprise. Lorsqu'on est allé aux élections, nous avons dit à la population que si elle voulait véritablement une alternance, si elle voulait véritablement un changement, il fallait que le souverain primaire, qui est le peuple, puisse décider de qui il va monter au niveau des assemblées provinciales, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Au regard des résultats de la CENI, nous avons constaté que malheureusement, ceci ne reflète pas la volonté de ce changement, de ce désir d'alternance. En ceci que ceux qui ont été proclamés députés, que ce soit national ou provinciaux, ce sont des personnes, pour la majorité, du camp de M. Kabila. Et donc, c'est cette même image qui se retransmet au niveau des élections des gouverneurs et même au niveau du Sénat, etc. À ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Mais là où le bas blesse, c'est dans, si vous voulez, le profil de ceux-là qui animent. Nous parlons des élus gouverneurs, c'est dans le profil de ceux-là qui animent. Je pense qu'au sein de la famille politique du FCC, il y a des personnes valables qui peuvent bien faire le travail, qui ont une moralité convenable. Mais à voir ceux qui reviennent au pouvoir, vous sentez que quelque part, c'est une ironie qui prend sa place. C'est à laisser croire que c'est même un coup du sort et du mauvais sort. Tenez, la ville de Kinshasa est maintenant dirigée par un monsieur qui a dirigé la province du Mai-Ndombe, qui en est sorti avec un scandale macabre, mais ceci se retrouve ici comme gouverneur de la ville de Kinshasa, comme si c'était une prime donnée au crime, à la gabegie financière et à tout ce qui va avec. C'est tout à fait déplorable, mais bon, comme les latins disent, acta fabula est. Curieusement, la ville de Kinshasa a eu un autre gouverneur, mais il n'y a pas eu ébullition. Est-ce que la population semble ne pas accepter ce verdict aussi, en quelque sorte? Il y a deux réactions, deux explications dans la réaction, dans le silence de la population quinoise. D'aucuns disent que c'est la continuité, Ngobila égale Kimbuta, et donc on n'espère rien. Tout comme on dit que, en fait, j'extrapole, Félix, c'est la continuité des Kabila, et donc il n'y aura rien. Et voilà pourquoi la population trouve que c'est un non-événement. Il y a deux explications.
à mon sens, du silence de la population quinoise face à l'élection de M. Ngobila à la tête de la ville. Première explication, il y a le désintéressement. Il n'y a aucune crédibilité dans la continuité de ce processus électoral. Et donc la population ne s'en occupe pas, la population ne se retrouve pas dans ce qui suit. La deuxième explication, c'est que la population est déçue. Déçue de voir que ceux à qui elle a fait confiance, en faisant d'eux des députés provinciaux, ont fait exactement le contraire de ce pourquoi ils ont été élus députés. Et vous comprenez que, bon, personne ne réagit de façon positive à cette élection. Il y a quand même une poignée de personnes qui se sont retrouvées dans un hôtel de la place aussi pour se réjouir. Donc, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes buveurs de champagne depuis 2001. Ça n'étonne personne. Mais lorsqu'on parle de la population, de ceux-là qui ont fait de ce député de la honte aujourd'hui, député, c'est la population. Et cette population est déçue du fait que ces députés sont trempés dans les affaires de corruption, vous l'avez suivi. Et aujourd'hui, bon, lorsque vous parlez de la continuité dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas de l'extrapolation. M. Ngobila est très lié à M. Kimbuta. Et donc, c'est un club d'amis qui se passe les relais comme ils veulent, comme si la ville de Kinshasa était devenue un Moziki où ils pouvaient faire comme ils voulaient. C'est tout à fait dommage. Revenons à notre sujet, le rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante. Par là, vous entendez qui concrètement? Écoutez, aujourd'hui, il est devenu comme une habitude malsaine pour les dirigeants congolais à s'accaparer les finances publiques de l'État, à les utiliser à leur guise, vraiment au mépris de la population, de la Constitution et de toutes les lois de la République. Vous savez que notre budget tourne autour de 6 milliards de dollars. Mais il n'y a que 6%, je dis bien, 6% du budget qui est alloué au secteur de l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il y a une infime, mais vraiment une infime partie de ces 6 milliards de dollars que l'on jette dans les secteurs de l'investissement, dans la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Et le reste est reversé majoritairement dans le train de vie des dirigeants congolais. Vous savez que la classe politique dirigeante, c'est plus ou moins 2000 personnes, plus ou moins. Mais la population congolaise, c'est 80 millions de Congolais. Comment, madame, pouvez-vous concevoir, ne serait-ce que 2 secondes, que 2000 personnes puissent à elles-mêmes engloutir près de 1 milliard de dollars chaque année au détriment de toute une population, de tout un pays? Nous trouvons que c'est abject, c'est nauséabond comme comportement. Et nous, en tant que responsables politiques, nous ne pouvons pas laisser cela passer. Et le président national de l'envol, l'honorable Délice Sanga, a initié cette procédure au niveau de l'Assemblée nationale, pour la simple raison que le député national est l'autorité budgétaire. C'est à lui de donner l'exemple. C'est à lui de taper du poing sur la table pour dire « trop c'est trop, le mal a assez duré ». Là, maintenant, nous devons recadrer les choses et donner l'exemple. Parce que vous savez, si le député lui-même réduit son train de vie, il pourra être à l'aise pour dire au ministre et pour dire même à tout le personnel de la présidence de réduire leur train de vie. Parce que l'on veuille ou non, c'est l'Assemblée nationale qui est auteur de la loi des finances. Et vous savez que tout ce qui est rémunération, etc., doit émaner évidemment de cette loi des finances. Mais en fait, vous avez commencé à porter cette proposition, c'est vrai, lors de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, l'honorable Délice Sanga avait porté cette proposition, une proposition qui avait été écartée, elle n'avait pas été adoptée, mais il tient mordicus à ce que cela puisse se réaliser. Par quelle baguette magique cette
proposition pourra-t-elle se réaliser? Comment? C'est ce que la population voudrait entendre. Ce ne sont pas des bonnes paroles que vous développez ici, mais comment arriver à concrétiser justement ce projet-là? D'abord, il faudrait noter ici la mauvaise foi des élus du peuple. Les députés nationaux, pour la grande majorité, sont malhonnêtes. Malhonnêtes pour la simple raison qu'ils prétendent œuvrer pour le bien-être de cette population. Mais dans le comportement, dans la réaction face à la question du rabattement de leur train de vie, tous ont sorti des épées pour défendre leur salaire qui, par ailleurs, est énormément excessif. Ceci démontre de la malhonnêteté. En réalité, ils ne sont pas là pour défendre la population. Sinon, ils accepteraient à rabattre leur train de vie et, de ce fait, obliger toute la classe politique dirigeante à faire de même. Mais lorsque nous avons suivi le débat à ce niveau-là, tout le monde refuse que l'on rabatte. Mais vous n'allez pas quand même demander aux nouveaux élus qui viennent siéger nouvellement à l'Assemblée nationale, ceux qui ont entendu que certains avaient des émoluments dans les 10 000 $, vous allez leur demander du coup, pour leur première mandature, de recevoir moins de 10 000 $. Ceci démontre qu'ils sont là pour les 13 000 $ et non pour l'intérêt de la population. Maintenant, nous disons ceci. Nous avons fait les choses normalement. Nous avons saisi l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, pour obtenir ce rabattement. La majorité des députés a dit non, on n'en veut pas, il faut laisser l'Assemblée nationale bouffer l'argent du Congo au préjudice de la population. Nous disons, comme nous n'avons pas été entendus au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons rentrer vers ce souverain primaire, vers ce peuple pour qui nous, en vol, nous nous battons, pour qu'ensemble, nous puissions porter cet étendard du Congo, pour nous battre, pour que, évidemment, cette justice, au niveau de la redistribution des richesses du pays, soit une effectivité. Vous savez... Par quel mécanisme? Vous allez initier une pétition? Vous allez initier par quel mécanisme, écoutez, justement? Il y a diverses actions qui vont se faire sur terrain. Nous avons commencé par la sensibilisation et la vulgarisation de ce que nous faisons comme combat. Et ça tombe bien, vous savez que le slogan du nouveau chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et nous nous en réjouissons. Nous voulons justement que ceci se traduise d'abord par le rabattement du train de vie et du président de la République et de toute la sphère de la présidence, mais aussi que cela s'étende au niveau de toute la classe politique dirigeante. Écoutez, vous savez aujourd'hui combien touche un officier de l'armée? Certains touchent 250 $, certains 100 $, d'autres un peu moins de 100 $. Pourtant censés sécuriser le territoire national. Ce sont eux qui vont mourir au front pour que ces politiciens-là qui dirigent puissent bouffer l'argent du Congo au préjudice de ceux militaires-là. Vous savez que tous les conflits armés qu'on a ici dans notre pays, c'est les résultats de la bêtise politique congolaise. Mais ceux qui défendent l'intégrité de ce pays, ceux-là, les militaires, sont des laissés pour compte. Et ceux qui bouffent cet argent, c'est justement les auteurs de cette bêtise politique pour laquelle cette armée est en train de mourir au front. Nous trouvons cela injuste et même dangereux de continuer dans cette optique. Et c'est comme ça que nous disons, nous allons solliciter l'engagement et l'implication de la population pour que cette voix puisse être entendue. Et nous savons que le chef de l'État, avec son créneau du peuple d'abord, va rejoindre le combat qui est celui de l'envol. N'est-ce pas ça, là aussi, appelé en quelque sorte, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, tiens, mais est-ce que l'honorable Sesanga est en train d'appeler au soulèvement populaire? Lorsque vous évoquez tout ça, ça provoque un peu de... Ça suscite une certaine haine et vous ne risquez pas de tomber dans les travers? Non, non, il ne faut pas avoir peur des mots ici au Congo. Au Congo, ici, les gens ont eu l'habitude d'avoir peur des mots. Un soulèvement populaire n'est pas une infraction, n'est pas un crime de lèse-majesté.
Encore qu'il faudrait savoir pourquoi la population se soulève. Mais nous avons besoin de la paix pour le développement, ce n'est pas Oui, le mais moment quand même. le soulèvement n'est pas contraire à la paix. On ne peut pas être en train de poursuivre de lièvres à la fois. Non, non. Ici, nous avons pris la sainte habitude de penser que la paix équivaut à la tranquillité. Ce n'est pas parce qu'il y a une accalmie, il n'y a pas crépitement des balles, il y a une tranquillité qu'il y a la paix. Une personne qui est affamée, qui n'a pas payé son loyer, qui a des enfants chassés à l'école, cette personne n'a pas de paix, même s'il n'y a pas des balles qui crépitent. Donc ne confondons pas tranquillité et paix. Après, ne confondons pas soulèvement et désordre. Parce que lorsqu'il y a des fonctionnaires qui font un soulèvement, on peut appeler ça grève, on peut appeler ça protestation. C'est un soulèvement. Comme on voit ça, c'est devenu une coutume. C'est bien, c'est ça les aussi mouvements de grève, c'est devenu normal. C'est ça aussi l'exercice politique. Vous savez que sous le règne de M. Kabila, gréver était devenu un crime de lèse-majesté. Ne pas aller au meeting du PPRD était devenu un crime de lèse-majesté. Maintenant, nous voyons quand même qu'il y a une amélioration et nous en sommes fiers. Mais il ne faudrait pas que s'arrêter là. Il faudrait aller un peu plus loin. Vous savez, un pays se construit aussi avec son impôt. Moi, je suis un contribuable congolais. Je paye mes impôts et taxes. Comme le Congolais moyen, comme on appelle. Mais nous nous posons la question de savoir où va cet argent. Les écoles ne sont pas construites. Les hôpitaux encore moins. Les routes, n'en parlons pas. J'aimerais bien qu'un jour vous appeliez sur votre plateau M. Louaka pour nous dire le bilan de son travail, de son passage au ministère des ITPR. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où tout l'argent du Congo va dans les ventres des dirigeants et rien pour ceux qui produisent cet argent. Nous disons non. Chez nous, à l'Envol, nous avons choisi de faire de la politique pour l'intérêt du plus grand nombre de la population. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à ce que nous atteignions le but. Et ce créneau que nous avons pris du rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante, c'est un créneau qui exprime au mieux les aspirations de l'Envol, en ceci que nous nous battons pour un équilibre, une justice dans la redistribution des richesses de la République. Mais comment justement, vous avez parlé de la sensibilisation, comment se fait concrètement cette sensibilisation? Vous allez auprès de tous les services, tous les secteurs sociaux, ou bien vous misez juste un seul domaine? Comment vous allez faire pour atteindre toute la population congolaise? Déjà, nous avons des ateliers, nous avons des réunions de travail avec les forces vives, avec la société civile, avec les différentes composantes de la société civile, mais aussi avec d'autres acteurs politiques qui estiment que le combat que nous menons est digne de ce nom, le combat que nous menons est noble, et donc les gens viennent avec qui nous travaillons. Nous sommes dans la phase de sensibilisation, comme je vous ai dit. Nous faisons passer notre idée pour que nos partenaires dans ce combat puissent appréhender, puissent s'imprégner vraiment de ce que nous voulons faire, pour que lorsque nous passerons à l'étape de l'action, que ceci soit une action d'envergure et que ceux qui doivent entendre et comprendre, entendent et comprennent. Et nous allons atteindre notre but. Je vous dis, madame, je vous rassure, que le Congolais a tellement souffert et pendant longtemps qu'il n'est plus prêt à laisser 2000 personnes bouffer l'argent de la République sans rien faire. Nous allons nous mobiliser et cela va porter. Ces 2000 personnes, ce sont ces personnes qui sont aux commandes, mais jusque-là, on ne sait pas par quel mécanisme efficace. Bon, vous dites que vous devez travailler pour sensibiliser la population, mais quand est-ce qu'on peut espérer voir des résultats? Est-ce pendant ce mandat? Ou bien devrions-nous encore prendre notre mal en patience pour espérer les années à venir? Parce que c'est un combat qui vient de commencer. Dans combien de temps vous avez échelonné votre travail? Vous savez, dans ce pays, les gens disaient Kabila Totondiote, Tikalanano, etc. Mais Kabila est passé parce qu'il y a eu un combat avec la population. Le peuple, lorsqu'il prend les choses en main, les choses bougent. Et nous avons toujours été du côté de la population, nous avons toujours composé avec la population,
Nous connaissons le Congolais, nous savons de quoi il est capable. Ne vous en faites pas. Nous ne vous parlons pas de la mandature qui viendra. Nous vous parlons de ce mandat ici, du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas tout ça, c'est le langage des politiciens. Et les lignes vont bouger au cours de son mandat ici. Je ne peux qu'avoir le langage de politicien. Je suis un homme politique. Mais un homme politique épris de justice, épris de démocratie et épris de bon sens. Lorsque on entre en politique par conviction, on se bat avec la conviction pour le bien-être de la population. Et nous n'allons pas laisser 2000 personnes bouffer l'argent du Congolais comme si nous étions dans une jungle, comme si il y avait d'une part les super Congolais et d'autre part les Congolais lambda. Nous disons le Congolais est égal et que la répartition des ressources du pays doit se faire équitablement. Et croyez-moi, je sens en vous un scepticisme. Vous voulez savoir exactement par quel chemin je voudrais juste être réaliste, parce que ce sont des questions que les gens se posent. Je ne suis qu'un canal. Oui, nous sommes réalistes. On ne va pas verser dans les faits sans pour autant apporter des solutions. Non. Nous sommes réalistes. Vous savez, je vous dis que nous sommes en train de travailler avec la société civile, avec d'autres acteurs politiques aussi. Et lorsque le politique se met ensemble avec la population, le résultat est toujours favorable. Maintenant, vous voulez que je vous dise, nous allons utiliser telle technique, ça c'est dévoiler nos stratégies, et ceux qui ne veulent pas de voir ce changement vont prendre des mesures, vont prendre des dispositions pour nous barrer la route. Mais prenons rendez-vous, madame, je vous assure que lorsque Envol commence quelque chose, Envol obtient ce qu'il commence. Parce que nous travaillons pour le bien-être de la population. Et vous êtes justement Envol. Je suis le porte-parole de l'Envol, donc la bouche autorisée. Et nous travaillons en étroite synergie spirituelle, morale et intellectuelle avec le président de l'Envol. Comme nous avons l'habitude de le dire chez nous, je suis dans ses sangs et ses sangs est dans moi. Nous avons vu le chef de l'État se déplacer. Il est revenu, il a rembourser l'argent dans la caisse de l'État, et dans les réseaux sociaux, dans les médias, ça fuse, comme quoi le président a effectué une dizaine d'autres voyages, mais on n'a pas vu le remboursement du reste dans la caisse de l'État. Est-ce que Tosito Messani déjà, ou comment? Parce que c'était un frappe-œil ou bien c'était de la poudre aux yeux? Bon, et avec comment concilier avec votre combat, justement? Oui, mais déjà, le fait que le chef de l'État ait restitué l'argent dans les trésors publics, mais moi, j'aurais voulu voir tout le Congo applaudir. Vous savez, le président Kasavubu a forgé sa réputation d'honnêteté seulement par ce geste-là. Personne n'est capable de me dire le président Kasavubu avait reversé combien dans les caisses de l'État et il a fait ce geste combien de fois. Il est allé à une mission, il a reversé l'argent dans les caisses de l'État. Ça suffit pour qu'il soit aujourd'hui cristallisé comme le Congolais le plus honnête de tous les temps. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant que le chef de l'État ait effectué une mission, à son retour, il estime qu'il y a de l'argent qu'il n'a pas utilisé, qui devrait être reversé dans les trésors publics, et qu'il l'ait fait. Mais il faut applaudir cela. Maintenant, lorsqu'il l'a fait, nous avons vu des langues s'ouvrir, se délier pour dire « Ah, mais non, il aurait dû nous dire combien il avait touché avant. » Mais le chef de l'État, ce n'est pas le copain de tout le monde. Mais c'est justement la transparence. Non, minimum de sérieux. S'il veut être transparent, il faut que l'on sache à la source. Et à la fin, c'est comment? C'est ça de la transparence. Je vais y répondre, madame. Vous savez, le combat de l'envol, c'est aussi lutter contre l'ignorance. Ceux qui veulent que les chefs de l'État soient transparents, il y a des canaux pour vérifier les dépenses des chefs de l'État, notamment la Cour des comptes. Il ne faut pas aller là comme le Congo n'est pas un mousiki où on peut se mettre dans chaque coin des rues et commencer à vociférer et le chef de l'État va quitter l'OUA pour venir dans chaque coin des rues dire « j'avais touché autant ». Mais ça ne se fait pas comme ça, minimum de sérieux. Minimum de sérieux. Et il y a même des députés qui passent à la télé pour dire « ah non, il fallait qu'il nous dise combien il a touché ». Mais c'est d'une aberration extrême. La Cour des comptes fait son rapport annuel chaque année. Elle, au moins, elle est sérieuse. Chaque année, elle rend son rapport.
Et le député a le droit d'appeler la Cour de compte pour vérifier les dépenses du chef de l'État. Il ne faut pas passer à la télé pour demander au chef de l'État des comptes ou aller se mettre dans un ganda autour d'un verre et en parler. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Et donc, la population devrait savoir. Tout celui ou toute celle qui aimerait savoir, chaque mission, le chef de l'État sort avec combien est restitué, etc. C'est à la Cour des comptes de nous dire tout cela. Maintenant, il ne faudrait pas confondre transparence et extravagance. Ce n'est pas parce qu'on est transparent que l'on doit chaque jour sortir avec son assiette devant la porte pour dire, voilà, aujourd'hui j'ai mangé du pondou, demain ça sera les makosso. Un chef de l'État, ce n'est pas les copains de tout le monde. Bon, je comprends un peu, on a eu des militaires et des rebelles à la tête du pays. Là, on est un civil qui a passé sa vie dans l'opposition. Les gens ont tendance à penser que c'est les copains de tout le monde. Le chef de l'État, c'est le premier de tous les Congolais. On lui doit respect, dignité et estime. Nicolas Lenga, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé, à moins que vous ayez quelque chose comme votre mot de la fin, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Avec votre permission, madame, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Kinduku, et c'est une association des anciens de la faculté de droit d'une certaine promotion. Et avec votre permission, j'aimerais saluer toute la communauté Kinduku. Et bientôt, nous aurons notre cérémonie d'échange de vœux et nous allons accueillir ceux des nôtres qui ont été élevés en dignité, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des entreprises et dans d'autres institutions de la République. Et donc, c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les féliciter officiellement et de solliciter leur appui dans ce combat du rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante. Merci beaucoup, Nicolas Lenga. Merci beaucoup à vous, nos chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis à partir de Pacific Hôtel, qui se trouve sur l'avenue Luvungi 146 dans la commune de Kinshasa. Si vous avez apprécié cette émission, dites merci à Ness Lutété qui a assuré sa réalisation. Retrouvez-nous sur nos chaînes partenaires ainsi que sur la chaîne YouTube JT de Droits Humains. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité, mais aussi avec le même plaisir. Au revoir.